Hélène Guichard, bonjour. Vous êtes conservateur en chef au département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, commissaire de l'exposition des animaux et des pharaons qui se tient au musée du Louvre-Lens du 4 décembre 2014 au 9 mars 2015. Exposition qui a comme sous-titre « Le règne animal dans l'Égypte ancienne ». Les animaux sont très courants dans l'iconographie égyptienne. Connaît-on les types de rapports qu'entretenaient les Égyptiens avec eux ? Dans une certaine mesure, oui, parce que maintenant, grâce aux études égyptologiques et aux études zoologiques, on connaît de mieux en mieux la faune égyptienne antique, et je dirais qu'on cerne assez bien le type de rapport que les anciens Égyptiens entretenaient avec ce monde animal. Alors, ces types de rapports, ils sont divers. Première chose, c'est que, comme toute civilisation en grande partie rurale, dont la subsistance va dépendre de la chasse, de la pêche, de l'élevage, et puis aussi de l'utilisation de l'animal dans le monde de l'agriculture, pour labourer, pour fouler le grain, pour transporter les récoltes. Donc, bien entendu, l'animal est omniprésent dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Et puis, par ailleurs, l'animal en Égypte, c'est aussi l'animal familier. Dans un rapport qui finalement est assez proche de celui qu'on entretient aujourd'hui avec les animaux de compagnie. Alors ça va du chien de ferme au chien de chasse en passant par le chat domestique. Et puis, comme on est en Égypte, des espèces aussi un peu moins attendues, des singes ou bien des petites gazelles. Mais je dirais que ce qui est vraiment important dans cette relation, c'est le sens que les anciens Égyptiens avaient développé, le sens de l'observation de leur environnement naturel et de toute cette faune qui le peuplait. Quand je dis le sens de l'observation, je devrais dire vraiment le talent de l'observation, parce qu'il a donné lieu d'abord à des productions artistiques tout à fait étonnantes, et par ailleurs, c'est grâce à ce sens aigu de la précision, du détail et du rendu qu'on peut aujourd'hui identifier des dizaines et des dizaines d'espèces différentes dans les représentations égyptiennes. Donc on peut dire que les Égyptiens se sont emparés des animaux pour exploiter de diverses manières les images symboliques que chacun d'eux véhicule. Oui, absolument. Et c'est justement du fait de cette acuité dans l'observation que les Égyptiens en sont venus tout naturellement à faire des liens entre les caractéristiques morphologiques et surtout comportementales de certains animaux avec les caractéristiques ou la nature de certaines divinités. Et ça, c'est probablement la spécificité la plus éclatante et la plus évidente du rapport des Égyptiens avec le monde animal, c'est cette association étroite entre la forme animale et le monde du divin, du religieux, du funéraire. Par exemple, vous connaissez le petit scarabée bousier, ce scarabée qui passe sa vie à pousser devant lui ou derrière lui avec ses pattes une petite boulette d'excréments qui va glaner un peu partout et qui va lui servir à la fois d'abri pour ses larves et de garde-manger. Et les Égyptiens avaient évidemment observé que ce scarabée mettait à l'abri sous la terre cette boulette d'excréments, et le moment venu, il l'en ressortait en la poussant avec ses pattes. Alors de là à faire le lien avec le processus du soleil levant qui, au matin, émerge de l'obscurité de la terre en quelques instants, vraiment, il n'y avait qu'un pas. Et du coup, ils ont associé étroitement le soleil levant avec la figure du scarabée. Donc le dieu du soleil naissant, le dieu du soleil du matin, est représenté sous la forme d'un scarabée ou d'un homme à tête de scarabée. C'est le dieu Khépri. Et d'ailleurs, le nom même du dieu, Khépri, est forgé sur la même racine que le mot qui sert à désigner le scarabée, Khéper. Et Khéper, c'est aussi un verbe qui signifie devenir ou venir à l'existence. Donc finalement, exactement ce qui se passe pour le soleil levant. Donc finalement, les prêtres et les théologiens égyptiens utilisaient des références communes et familières que le peuple pouvait observer tous les jours dans la nature et dans son environnement pour exprimer des choses beaucoup plus complexes, plus difficiles à comprendre, des concepts et des principes liés au divin et au religieux. Comment connaît-on cette valeur symbolique attribuée à chaque animal ? Est-ce que par exemple il y a des textes qui en parlent ?
Oui, on a beaucoup de références éclairantes dans plusieurs textes, hein, les grands recueils funéraires de l'Égypte ancienne, depuis les textes des pyramides jusqu'au livre des morts, en passant par les textes des sarcophages, et puis dans des textes mythologiques ou cosmogoniques au Nouvel Empire. Je pense par exemple au livre de la vache céleste, oui, c'est tout un programme où en fait les origines du monde sont expliquées avec de très très fréquentes associations entre une divinité ou un concept ou un principe et un animal. Et puis alors, il y a aussi les auteurs classiques, des historiens, des voyageurs qui ont connu l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique tout au moins, comme Hérodote par exemple, et qui vont rapporter ce qu'ils ont vu sur place, des pratiques, des croyances religieuses des anciens Égyptiens. Alors, Hérodote est un peu à part, parce que lui, il a vraiment voyagé, il a vraiment recueilli lui-même toutes ces observations. D'autres seront ensuite beaucoup moins scrupuleux que lui, un peu plus tardivement. Ils vont rapporter des anecdotes plus ou moins inventées, plus ou moins déformées, et qui malheureusement vont donner une image pas très crédible et pas très positive des Égyptiens, qui apparaissent comme des gens dont la religiosité se résume à l'adoration des animaux et le sacrifice des animaux. Donc on comprend aisément que les Égyptiens ont représenté des animaux dans les temples ou dans les tombes, mais pourquoi en avoir fait des momies ? Alors d'abord, il faut savoir que les momies animales, elles apparaissent finalement assez tard dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Au Nouvel Empire, tout particulièrement à partir du règne du pharaon Amenhotep III, on va assister d'abord à une multiplication des représentations animales et puis à l'apparition des premières momies de taureaux apis. Ce qui se passe, c'est qu'à force de les comparer, de les associer à des divinités, certains animaux finissent par être considérés comme des dépositaires, des réceptacles d'une parcelle de la divinité de tel ou tel dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec le taureau apis, c'est-à-dire que un taureau vivant, un animal, un individu vivant, unique, une sorte d'élu, va être considéré comme l'incarnation du dieu Apis sur la terre, son hypostase en fin de compte. Et donc à partir du moment où donc il passe sa vie entière à représenter Apis sur terre, et quand il meurt, on l'embaume exactement comme un personnage royal et on l'enterre dans une nécropole spécifique à Memphis, à Saqqara plus précisément, le Sérapéum. Et à partir de là, les prêtres d'Apis vont partir à la recherche de la nouvelle incarnation d'Apis sur Terre, c'est-à-dire un nouveau taureau qui va présenter des marques distinctives sur son pelage qui permettront de le reconnaître comme le nouvel Apis. Alors, encore plus tard dans l'histoire égyptienne, à partir de ce qu'on appelle la basse époque, les fidèles de telle ou telle divinité vont prendre l'habitude de faire sacrifier et momifier par du personnel sacerdotal les animaux sacrés de cette divinité pour les lui offrir. Donc là, on va voir une multiplication de momies animales, mais c'est vraiment par milliers. Alors, des faucons pour Horus ou pour Rê, des ibis ou des babouins pour Thoth, des chiens ou des chacals pour Anubis, etc., etc. Et puis alors, il y a des espèces beaucoup moins attendues et beaucoup moins glorieuses, des musaraignes, des poissons, des scarabées, des anguilles. Donc on momifie vraiment toutes sortes d'espèces pour les offrir à la divinité comme des ex-voto, c'est-à-dire que les fidèles, les dévots offraient ces petites momies animales à leur dieu, soit pour le remercier d'un bienfait, soit pour lui demander une faveur. Et à ce moment-là, la momie animale, elle devient en quelque sorte une espèce de véhicule de la prière des hommes envers la divinité concernée. Pourquoi certains animaux, comme le faucon ou le lion, sont associés à la fonction royale ? Oui, alors en effet, il n'y a pas que les dieux qui sont envisagés, représentés comme des bêtes. Il y a aussi les rois. L'association du roi à des animaux puissants et redoutables, finalement, elle est assez classique. Le pharaon, il est fort comme un lion, il est puissant comme un taureau, et il se fait représenter comme tel. Et c'est sous cette forme-là qu'il va, de préférence, massacrer les ennemis de l'Égypte. Donc,
garantir la sécurité de l'Égypte, donc assurer l'équilibre du monde, ce qui est quelque chose d'essentiel pour les anciens Égyptiens. Il est aussi le sphinx. Le sphinx, c'est ce lion à tête humaine, à tête royale en fait, qui est le gardien par excellence. Et le faucon, c'est tout simplement Horus, le fils d'Osiris, dont il a reçu de son père donc la charge de régner sur les hommes. Et en fait, chaque pharaon est un peu l'héritier et le successeur d'Horus. On comprend donc l'association de certains animaux avec le pharaon, mais est-ce que la reine, par exemple, ou certaines catégories socio-professionnelles avaient eux aussi leur animal fétiche ? Alors on a de rares cas de reines, en effet, représentées sous la forme d'une sphinge, un sphinx femelle en fin de compte, par exemple la reine Tiye, l'épouse du pharaon Amenhotep III, mais à part ça, les représentations animales de la reine sont vraiment rares. En revanche, elle est associée à des animaux, et en particulier au vautour, même si ça peut paraître un peu étrange à nos yeux, mais en fait le vautour était l'animal de la déesse Mout. Mout est l'épouse du dieu Amon, et d'ailleurs, Mout, c'est le terme qui à la fois désigne le vautour et aussi la mère. Et à ce moment-là, on comprend en effet l'association entre la reine et le vautour. Quant au reste, oui, certaines corporations professionnelles avaient une vénération toute particulière pour telle ou telle divinité et se plaçaient à ce moment-là sous son patronage. C'est le cas par exemple des scribes, dont le patron est le dieu Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture. Et c'est pour ça qu'on voit très souvent les scribes représentés avec des ibis ou des babouins, qui sont les animaux sacrés du dieu Thoth. Quelles sont les raisons qui ont poussé le musée du Louvre à monter une telle exposition ? En quoi est-ce que cette exposition est originale ? Comme vous le voyez, le monde animal, c'est vraiment un prisme irremplaçable pour aborder à peu près tous les aspects de la civilisation égyptienne. Depuis le plus profane, le plus quotidien, jusqu'au monde du sacré, de la religion, des croyances et même de la propagande royale. Donc on essaye de les aborder à peu près tous, même brièvement dans l'exposition. Et puis c'était aussi pour le Louvre l'occasion de montrer au public des œuvres moins connues. Sur les à peu près 430 œuvres qui sont présentées dans l'exposition, 150 à peu près sortent directement des réserves du département des antiquités égyptiennes, donc des œuvres qui n'ont jamais ou rarement été présentées au public, qui même pour certaines n'ont jamais été publiées, donc c'est un peu la première fois qu'on les expose. À cette occasion, elles ont été restaurées, étudiées, et donc c'était pour nous une bonne opportunité. Et puis parallèlement à ça, nous nous sommes livrés à l'occasion de l'exposition à un certain nombre d'examens, d'analyses qui nous permettent d'approfondir nos connaissances sur ces objets, sur ces œuvres et donc sur la civilisation égyptienne et de faire partager ça aux visiteurs. Donc par exemple, on a fait effectuer des analyses pour par exemple identifier des matériaux et puis on a eu l'occasion de passer au scanner un certain nombre de nos petites momies animales, parce que c'est un moyen irremplaçable d'en savoir beaucoup plus. D'abord de savoir s'il y a vraiment une momie, c'est-à-dire des restes animaux dans cette effigie que sont les momies animales, de vérifier que l'espèce présente et correspond bien à celle qui est représentée, et puis d'autres choses, comme par exemple de déterminer dans certains cas, par exemple, le mode de mise à mort. À la fois pédagogique et esthétique, l'exposition du Louvre Lens se décline en 9 sections thématiques. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, alors on a choisi un parcours progressif où après une introduction zoologique, enfin modestement zoologique, 8 sections vont aborder progressivement et successivement tous les aspects de ces rapports de l'Égyptien au monde animal, les plus réels, les plus tangibles, dans toutes les formes de la cohabitation de la faune avec les hommes, et puis petit à petit l'appropriation de cette forme animale par les artistes, les artisans, les théologiens,
son intellectualisation en quelque sorte, et son utilisation pour lui faire exprimer de différentes choses, et notamment toutes ces choses difficilement intelligibles par les hommes, à savoir les grands concepts religieux, tous les principes sacrés qui régissent la pensée égyptienne. Donc en fait, dans les premières sections, on va avoir une approche vraiment très matérielle, tangible du monde animal. Donc en effet, une petite introduction qu'on a baptisée un peu de zoologie, juste un petit peu. On a presque failli l'appeler, appelons un chat, parce que d'abord c'est important d'identifier autant que possible les animaux que les Égyptiens ont souhaité représenter. Et là, dans la plupart des cas, ils donnent vraiment tous les éléments pour qu'on puisse le faire de nos jours encore. Et à partir de là, on aborde en effet d'abord le mode d'observation de ces animaux par les Égyptiens dans leur environnement naturel. Et on a choisi une espèce de rythme ternaire en fait pour l'exposition, c'est-à-dire que chaque section est intitulée par trois adjectifs, trois qualificatifs pour qualifier un peu ce rapport. Donc observer, admirer, redouter, c'est vraiment l'animal dans son environnement naturel tel qu'il est admiré ou à l'inverse craint par les Égyptiens. Et les façons que les Égyptiens ont petit à petit mises en place pour les représenter. À partir de là, on ne se contente pas d'observer l'animal, on s'aperçoit qu'il est comestible pour de nombreux d'entre eux. Et donc, chasser, élever, consommer, c'est là l'utilisation comme moyen de subsistance de l'animal. Et donc, en effet, on a tellement de scènes de chasse, de pêche qui utilisent tout ce répertoire iconographique extrêmement vaste que ça valait la peine d'évoquer tout ça. Non seulement on le consomme, et d'ailleurs aussi bien dans la vie quotidienne que dans le cadre de l'offrande alimentaire, qu'elle soit divine ou qu'elle soit funéraire. Et puis à partir de là, l'animal, on va également l'utiliser, l'employer, l'exploiter. Donc c'est l'utilisation de l'animal aussi bien dans l'agriculture, comme bête de somme, qu'à la guerre, pour les activités militaires, pour le transport, et comme matière première, c'est-à-dire que le monde animal fournit énormément de matières premières, le cuir, les peaux, les plumes, l'os, l'ivoire, les coquilles, etc., pour servir à l'artisanat et à la confection d'un certain nombre d'objets, souvent d'ailleurs de luxe. Et puis, cinquième section, l'animal fait son entrée dans la maisonnée, c'est-à-dire vraiment dans l'intimité des hommes. Et là, il est véritablement adopté, personnifié et caricaturé même, parce qu'il fait partie à ce moment-là de la famille, et les gens s'aperçoivent qu'il y a énormément de similitudes entre certains comportements humains et certains comportements animaux. Ce qui a donné lieu à des scènes absolument délicieuses, où les animaux sont représentés sous des formes humaines, où on les place dans des rôles humains, donc tout un registre de caricatures qui a donné lieu à des choses étonnantes que vous pouvez voir dans l'exposition. Et là, on aborde un petit peu le tournant intellectuel de l'expo, après ces 5 premières sections vraiment liées aux aspects réels, matériels, tangibles de l'animal dans la vie égyptienne. On aborde plutôt les aspects plus intellectuels, c'est-à-dire qu'on va s'emparer de la forme animale pour l'utiliser, pour lui faire dire autre chose. Et donc, dans la 6e section, transposer, modifier, codifier, on essaye de montrer comment dans différents domaines cette forme animale va apparaître, modifiée, utilisée de différentes manières, dans le mobilier, dans toutes les questions de protection funéraire, et pas seulement funéraire, dans les amulettes par exemple, ces petits talismans qu'on porte sur soi pour être protégé, mais aussi dans l'écriture hiéroglyphique. Il faut savoir qu'il y a énormément de signes hiéroglyphiques qui sont des animaux ou des parties d'animaux. Donc voilà, là on commence à utiliser presque comme les mots d'un langage ou les signes d'un langage, cette forme animale. Et ça conduit tout naturellement à la 7e section, spiritualiser, sacraliser, transformer, où c'est vraiment l'intervention de l'animal dans la sphère religieuse, où là, les Égyptiens n'hésitent absolument pas à modifier l'apparence de ces animaux, à les conjuguer entre elles, à associer forme humaine et forme animale de différentes manières
pour précisément exprimer et rendre intelligible au plus grand nombre des conceptions religieuses qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et puis à partir de là, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la vénération des fidèles va prendre cette forme qui consiste à offrir à la divinité des momies animales, donc vénérer, momifier, sacrifier. Là, c'est en effet tous les cultes animaux à partir de la basse époque essentiellement, non seulement de ces incarnations vivantes, les uniques, comme les taureaux sacrés ou les béliers sacrés, et puis ce qu'on appelle les multiples, c'est-à-dire toutes ces dizaines, ces centaines, ces milliers, ces centaines de milliers d'animaux et d'espèces différentes, des plus imposantes aux plus humbles, qui sont momifiés pour être offerts aux dieux. Et on termine avec puissant, respecté, glorifié. C'est un petit peu le point d'orgue de l'exposition. C'est là où il y a le moins d'œuvres, mais où aussi on a les plus volumineuses et les plus impressionnantes. C'est l'utilisation de la forme animale pour glorifier non seulement les dieux, mais aussi la personne royale, la figure royale, le pharaon. Et c'est là que vous allez trouver en particulier les sphinx, les grands lions gardiens, les cobras gigantesques, et puis surtout les fameux babouins de l'obélisque de Luxor qui sortent pour la première fois du Louvre depuis le XIXe siècle. Vous venez d'évoquer les amulettes et les momies. Ou y a-t-il d'autres types de représentations animales? Et quelles sont les représentations les plus fréquentes? Alors, je dirais que quantitativement, en effet, ça se joue entre les momies et les amulettes. Mais la représentation animale, la figure animale, elle est absolument omniprésente. On la trouve partout, sur les murs des temples, sur les murs des tombes, dans le mobilier, dans la vaisselle précieuse, des statues évidemment, figurines de toutes sortes, plus ou moins sacrées, et puis également, par exemple, dans les instruments de musique, des jeux qui en prennent la forme de ces animaux. Et puis il ne faut pas oublier non plus l'écriture hiéroglyphique, comme je vous le disais, même s'il y a vraiment un bon cinquième des signes hiéroglyphiques qui consistent en animaux ou en parties d'animaux. Est-ce que tous les animaux ont été représentés? Oui et non. Je dirais que à peu près toute la faune indigène est représentée au moins une fois dans ce qu'on connaît à l'heure actuelle des productions égyptiennes. Mais certains animaux sont beaucoup plus rares. Par exemple, le cochon, alors qu'il était bien présent en Égypte, ça fait partie des espèces qu'on rencontre le moins souvent, que ce soit en 2 dimensions, sur les reliefs ou les peintures, ou même en ronde-bosse. On en présente quelques-uns à l'exposition, mais c'est vraiment rare. Et puis alors, parmi les insectes ou associés, alors on va trouver un peu de tout, depuis la mouche jusqu'au papillon, en passant par la libellule, le scarabée évidemment, mais il y a des grands absents, par exemple le moustique ou l'araignée. Pas de représentation connue à ce jour. Je suppose que l'on trouve également des animaux fabuleux ou fantastiques. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, alors, vous avez compris que l'hybridation des formes n'est vraiment pas un problème pour les Égyptiens. Ils associaient très volontiers un corps humain avec une tête animale ou un corps animal avec une tête humaine ou d'autres attributs humains d'ailleurs, des bras, des mains. Ou bien ils conjuguaient en une seule créature différentes formes animales appartenant à différentes espèces. Donc pour eux, ça n'était pas du tout un problème. Pour nous, évidemment, c'est des créatures fantastiques, mais pas pour eux. Prenez par exemple le cas de la déesse Touéris, qui est un hippopotame avec une queue de crocodile, avec des bras et une poitrine féminine. Voilà, typiquement pour nous, c'est un animal fabuleux, c'est une créature fantastique. Mais pour les Égyptiens, ça n'était pas du tout ça, c'était autre chose. Je dirais que pour eux, le véritable animal fabuleux, c'était celui qu'ils ne connaissaient pas, l'animal exotique en fin de compte, celui qui était étranger à la faune indigène de l'Égypte, mais dont ils pouvaient avoir connaissance par exemple les tribus des peuples étrangers soumis, ou bien qu'ils pouvaient rencontrer au cours d'expéditions militaires au-delà de leurs frontières. Alors par exemple, on a des espèces qui font leur apparition en Égypte au cours de l'histoire. Par exemple, le cheval qui arrive assez tard, un peu avant le Nouvel Empire, avec les envahisseurs Hyksos, ou bien le zébu.
qui est une espèce d'origine indienne, mais qui, via la Mésopotamie, va faire des apparitions ponctuelles dans le cheptel égyptien. Et puis la poule qui n'arrive qu'à partir du Nouvel Empire, très ponctuellement, et dont un texte égyptien d'ailleurs raconte avec émerveillement, décrit avec émerveillement un animal, un oiseau fabuleux qui pond un œuf tous les jours. Voilà, donc maintenant à vous de voir si la poule est pour vous un animal fantastique. Bien, mais écoutez, merci beaucoup Hélène Guichard d'avoir répondu à nos questions. Et puis j'invite tous les lecteurs et internautes qui suivent le site d'Archéothéma de se rendre à l'exposition des animaux et des pharaons qui se tient au musée du Louvre-Lens à partir du 4 décembre 2014. Merci beaucoup. Merci à vous.